alors qu'en fait le tarif n'était pas bas. C'est eux qui nous mentaient sur ce que la marque donnait réellement. Pour prendre plus de marge. Hello les amours! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler d'un sujet qui vous intéresse absolument. Les dessous de l'influence. Bon, nous ça fait maintenant 7 ans et demi qu'on est créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, donc ça commence à faire beaucoup. Donc je pense qu'on connaît tous les petits secrets. Et c'est un métier qui vous fascine, vous ne connaissez pas et vous avez toujours plein d'idées reçues sur notre métier. Donc aujourd'hui on va vous en dire un peu plus sur comment se gérer en tant qu'influenceur, qu'attendent les marques, comment nous on gère nos journées. Je pense que ça va vous plaire. Bon, vous le savez, il y a tout type d'influenceurs. Chacun a son style de vie, chacun gère sa propre image, ses propres collaborations. Nous, on parle seulement en notre nom. En fait, dans l'influence, c'est un peu comme chez les profs. T'as le prof d'histoire, le prof d'italien, le prof d'art plastique, c'est tous des profs, mais ils font pas le même contenu. Et ils n'ont pas la même façon de gérer les choses. Il y a différents domaines dans l'influence. Il va y avoir le gaming, il peut y avoir la nourriture, il peut y avoir le sport, la food, le make-up. Ça dépend. Il y a un peu de tout, mais il y a aussi la catégorie lifestyle, c'est-à-dire que vous parlez de tout. Et Anaïs et moi, c'est ça qu'on est. On est dans la catégorie lifestyle. On peut très bien parler de serpillère, puis vous parler de la dernière crème pour le visage, en passant par les courses. Alors ensuite, il y a différentes plateformes. Donc il y a YouTube, TikTok, Snapchat et Instagram. Anaïs et moi, on est principalement sur Instagram depuis le début en fait. Snapchat, j'avoue qu'on est là, on fait des bonjours, au revoir. Non, avant on était beaucoup sur Snap, mais c'est vrai que Snap s'est fait détrôner par Insta, faut le dire. Faut être clair. Et après il y a YouTube. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'il y a plusieurs catégories. Mais là n'est pas l'intérêt de cette vidéo. En fait, quand vous devenez influenceur, ou quand, comme nous on a été des personnalités publiques quand on est sorti de Secret, il y a forcément des gens qui vous approchent. Alors des gens très bien ou des gens beaucoup plus malsains. Et en fait c'est ça le truc, c'est en gros t'as beau avoir ton image et être toi-même, tu peux grave perdre ton image si tu te fais accompagner par la mauvaise des personnes. Et en fait, c'est ce qui s'est passé un peu pour nous. Alors, on n'a pas perdu notre image non plus, mais on s'est fait avoir à plusieurs reprises et pendant plus de 6 ans. On a enchaîné les agents, les agents indépendants, les agences qui venaient d'ouvrir, les agences qui étaient là depuis longtemps, les agences de télé-réalité. Et franchement, c'est hyper dur cette gestion. Parce qu'on parle beaucoup des agents, en ce moment on en parle beaucoup, la presse, blablabla. Mais c'est normal. En fait, jusqu'alors, il n'y avait aucune loi qui nous protégeait, nous, en tant que créateurs de contenu, face aux agents. Alors, comment ça va se passer? En fait, quand vous voulez collaborer avec des marques, il y a différentes solutions. Soit vous êtes toute seule et c'est vous qui démarchez directement les marques, soit c'est les marques qui viennent vous contacter en direct. Ça peut se faire sur Insta directement, en DM ou par mail. Si vous avez un agent, c'est donc lui qui va gérer vos mails, les collaborations, etc. Et si vous êtes seul, ben, c'est à vous de gérer vos mails. Après, c'est à vous de voir. En gros, quand on a un agent, en fait, c'est soit il vient s'implanter sur ta boîte mail déjà existante, donc du coup, il récupère les anciens mails, il voit les contacts, il récupère tout. Toi, tu as quand même une vision sur cette boîte mail. Soit il te crée une autre boîte mail sur laquelle tu n'as pas d'accès. Et donc, tous les mails de demande de contact que tu reçois sur ta boîte mail à toi, dont tu as la vision, tu leur transfères sur cette boîte mail à eux, sur laquelle tu n'as aucune vision. Et c'est le pourquoi de la loi qui est sortie sur les agents. Ma phrase ne me fait rien dire, mais vous avez compris. Et en gros, étant donné qu'on n'avait aucun visu sur ce qui était en train de se négocier, la marque pouvait donner un budget de 5000 €, ben il se pouvait que genre nous, dans notre poche, finalement, on récupérait que 1500 € sans le savoir. Pourtant, quand même, à la base des bases, on avait signé des contrats. Mais tout le monde s'en fout des contrats. Même la plus grosse des agences, elle nous l'a mise à l'envers. Je suis dès qu'on puisse pas dire de non, mais on peut pas. Et on avait signé un contrat où ils prenaient 50%. On était ok pour qu'ils prennent 50%. Ouais, déjà là-bas c'est énorme. En général, normalement, un agent il prend 20%, c'est dans la loi. Soit sinon 30% avec l'accord de l'influenceur. Et là, ils avaient pris 50% et ils prenaient bien plus encore sans nous dire. Ils ont tous fait ça. Ouais. Ils ont tous pris plus qu'ils ne devaient parce que vu qu'on n'avait pas les échanges avec les marques, on ne savait pas réellement combien l'agent facturait à la marque. Parce que du coup, dans ces cas-là, c'est pas toi qui récupères l'argent. En fait, étant donné que c'est l'agence qui fait le pont pour les négociations, la marque paye l'agent te paye à toi. Donc vraiment, tu n'as jamais aucun visu sur tout ça. Parce qu'en fait, si tu donnes ton image à une personne, et le problème qu'on a eu, c'est que du coup, je trouve qu'on est devenu dépendante de ces personnes. Donc t'es dépendante de leurs émotions, t'es dépendante de leurs émois. Le mec, il se lève, il a les à l'envers, et ben du coup, il va venir, il va t'en mettre plein la gueule. Ouais, t'es pas une bonne influenceuse, tu marches pas. Et du coup, tu t'en prends plein la gueule, alors que déjà, c'est un métier d'image. Et quand c'est un métier d'image, c'est dur, tu te remets en question. Mais alors, si tu comptes sur une personne comme ça, t'es toujours en attente. Voilà, tu veux pas déranger. Est-ce que tu peux me faire ci, est-ce que tu peux me faire ça? Et le mec, il t'en met plein la gueule et tu oses rien dire parce qu'il te ramène de l'argent. C'est horrible. C'est anxiogène. Ou des fois, par exemple, donc il faut savoir quand même, il faut sachez que
Il faut sachez qu'il s'est pris des râteaux phénoménales par Nabila. Pour ceux qui ont un rêve. Les collaborations, c'est ça qui nous permet de vivre. Ouais. Alors Anaïs et moi, nous choisissons des collaborations qui nous ressemblent, que nous aimons, que nous avons testées en amont. Ça, c'est notre éthique à Anaïs et moi. Donc ça, nous, on est OK avec toutes les collaborations qu'on fait. On en refuse énormément, ça, vous ne le voyez pas. Donc le peu qu'on fait, c'est des marques que nous apprécions. Et encore, maintenant, on n'a plus une image de télé-réalité, mais à l'époque... donc du coup maintenant les marques nous contactent, c'est des bonnes marques. Mais à l'époque il y avait beaucoup de marques qui nous contactaient et sans nous vanter, on a préféré être en accord avec nous-mêmes plutôt que de prendre beaucoup d'argent. On pourrait faire énormément d'argent à vous faire des placements une fois par jour, mais c'est pas ce à quoi on aspire. À savoir qu'il y en a certains qui marronnent par rapport aux collaborations, mais c'est ça qui nous permet de vivre. C'est comme ça que ça marche. Comment on fait? Tu regardes la télé, il y a des pubs, hein? Tu crois que quoi? Sinon t'as la télé. Dans l'arrêt de bus, il y a des pubs, t'as les affiches de pub même sur les voitures et ça dérange personne. Et c'est grâce à ça qu'on vit, donc il ne faut pas l'oublier. Alors bien sûr, on prend du plaisir à ça, bien sûr, c'est des marques qui nous plaisent, on reçoit plein de produits, etc. Mais ne marronnez pas quand on fait des collaborations. Faut bien qu'on vive. Voilà, sinon on pourrait pas avoir, honnêtement, je vous le dis, Anaïs et moi, au niveau auquel on est arrivé, on ne pourrait pas assumer un travail en 35 heures plus faire de la création de contenu, étant donné que ça prend énormément de temps, on ne pourrait pas. Donc il faut faire un choix. Et au vu de combien la France nous prend, on a intérêt de faire des collaborations. Vive la France, vive la République. Donc avec Manon, juste pour vous raconter cette histoire, après 6 ans où on s'est fait avoir, hein, gentiment comme ça, ouvertement, par 5-6 agences, hein, on est confus. On a décidé finalement de se lancer toute seule et ça a été une très bonne décision, sauf que finalement toute seule on s'est vite senti débordée parce qu'en fait on se rend pas compte de toutes les tâches qu'il y a, mais c'est comme dans tout métier en fait, quand tu es dans une boîte tu peux pas être DRH, community manager, PDG, en même temps faire le secrétaire et en même temps faire les cafés à tout le monde, tu ne peux pas, il y a une personne pour chaque poste bien évidemment. Et ben nous c'est le cas bien sûr, quand tu as une entreprise, tu as tout ce qui est la partie de comptabilité, la partie ressources humaines quand tu commences à embaucher, la partie juridique. La partie juridique, bien évidemment, tu as toute la partie gestion de mails, donc gérer des mails entrants, démarchage pour démarcher des nouvelles collaborations. En même temps, tu as toute la partie création de contenu, négociation, relation avec les marques, relancer les paiements, tout ce qui est montage, faire valider les produits, trouver des idées pour tous les jours, créer du contenu sur toutes les plateformes sur lesquelles on est, faire des sélections produits, répondre aux commentaires, faire des posts, faire des DM, faire des réels, être actif sur le canal, des fois être un peu sur Snapchat, être sur TikTok. Et vivre idéalement. J'avais fait une note, il faudrait que je la retrouve, parce qu'il y a énormément de tâches, on se rend pas compte dans le niveau d'influence. Il y a le côté entrepreneuriat et le côté influence. C'est pas seulement faire une photo, il y a aussi créer des posts Instagram, créer des réels, faire un feed, faire les légendes. Il y a énormément de choses dans le métier d'influence. Ouais, vraiment, les gens ils pensent qu'on fait juste ça. Alors non, pas du tout en fait. Après oui, c'est sûr qu'on a la flexibilité comme tout entrepreneur, mais c'est vrai qu'on peut gérer nos horaires, gérer nos journées, travailler plus le soir que la journée, donc faire plus de télétravail, c'est un luxe. Hein. C'est pas du tout une vidéo pour se plaindre, loin de là, c'est juste pour faire comprendre ce qu'est réellement le métier de créateur de contenu. Et moi je pense que quand tu es indépendant, que ce soit créateur de contenu ou infirmière libérale, je pense qu'il y a des caractères pour être indépendant et des caractères pour être salarié, parce que finalement il y a beaucoup de discipline à avoir, il y a beaucoup de stress aussi. Des fois je vous avoue que j'envie les salariés, genre tu rentres chez toi quand même, en général, à part si t'es vraiment très bien, mais tu rentres chez toi quand même, tu te dis ok, genre ça attendra demain, paf. Là non, pas forcément, puis il y a aussi ce côté, mais ça comme tout entrepreneur, comme elle le disait, c'est que t'as pas de salaire fixe, c'est-à-dire que si pendant un mois tu n'as pas de collaboration, ben tu dois quand même payer l'URSSAF, payer tes charges, etc. Donc si t'as rien qui est rentré, ben tu dois quand même payer quoi, donc c'est vrai que c'est compliqué. Alors c'est vrai qu'en auto-entreprise c'est encore un truc qui est différent, parce que si t'as rien rentré tu payes rien, mais bon c'est quand même complexe, et d'ailleurs c'était ce pourquoi des fois on avait des complications, dirons-nous, avec les agents, c'est que des fois, il y avait des semaines ou des mois où on n'avait pas forcément de collaboration et on demandait gentiment en disant mais écoute, on n'a pas de collaboration, et là on se prenait dans la gueule, mais par quasiment tous les agents. Mais remets-toi en question, t'as qu'à regarder ce profil, elle fait les choses correctement, mais c'est toi, tes vues sont nulles, regarde un peu ça, c'est pour ça qu'ils te veulent pas, c'est pour ça qu'ils te prennent avec tarif aussi bas. Alors qu'en fait, le tarif n'était pas bas, c'est eux qui nous mentaient sur ce que la marque donnait réellement. Pour prendre plus de marge. Alors là, on vous a expliqué toute la partie agence, parce que je sais que ça, c'est une question qui revient beaucoup. Maintenant, on va vous expliquer la partie collaboration. Comment se passe une collaboration, comment ça marche, comment ça se passe, qui fait quoi, ou comment. Comment ça se passe du coup une collaboration? Donc comme je vous ai dit, soit c'est vous qui envoyez un mail à la marque pour dire que vous êtes intéressé par le produit, que vous adorez la marque, racontez éventuellement votre historique avec elle. Soit c'est la marque qui vous contacte en vous disant Coucou Manon, j'ai une campagne actuellement pour le mois d'avril sur tel projet, etc. Est-ce que ça te dirait de participer? Et donc là tu réponds et tu commences à te demander quelle serait la création de contenu à faire. Donc ça peut être story,
post, réel, TikTok ou YouTube. Et ensuite, tu te demandes quel est le budget alloué pour cette collaboration. Alors là, c'est la partie la plus dure, la négociation. Parce qu'en gros, Ah, faut c'est une jouer- nouvelle casquette. Ouais, faut que tu sois toujours la première à dégainer la question du budget. Voilà. Parce Tu les que bloques. faut que tu les bloques. Parce que si c'est que je te disais, bon, et quel est ton budget? Oh, tu sais jamais. Parce qu'à temps, tu dis un budget et en fait, ils ont 3 fois plus. Donc, du coup, ben, bim, tu t'es mis une balle dans le pied. Soit alors, tu dis un budget trop élevé pour eux si c'est une petite marque, par exemple. Et du coup, dans ce cas-là, bon, ben, tant pis, ils disent, ben, elle est trop haute, c'est mort, elle pourra pas nous arranger la fille. La partie négociation, vraiment, c'est la plus dure. C'est dur. Donc en termes de tarifs, on a bien sûr une grille tarifaire. Par exemple, donc du coup tu as le prix d'une story, tu as le prix de 2 stories, donc là tu fais un package, et toujours proposer des prix quand tu fais plusieurs contenus. Donc après tu as le prix du réel, du post, du TikTok, et à chaque fois on leur propose de nous dire quel contenu ils veulent, et nous du coup on fera un prix plutôt sympa s'ils prennent ton contenu réel, on est gentil. Mais en gros voilà, nous on part d'une grille tarifaire que nous on a nous-mêmes en tête, mais que par contre on envoie très peu aux marques. On n'envoie pas directement genre ta présentation, ton tarif, parce que comme je vous ai dit, l'enveloppe budgétaire elle peut être 3 fois plus grande, et ça on l'a appris par expérience, et donc du coup dans ce cas tu t'assois sur de l'argent. Donc on attend toujours d'essayer de dégainer en premier la demande sur l'enveloppe budgétaire pour cette campagne. Et comme vous le savez, dans un travail lambda, normalement tu as un CV que tu présentes quand tu as un entretien d'embauche. Alors nous du coup on n'a pas de CV, ça s'appelle le Media Kit. Bah, c'est un CV, oui du coup c'est le CV du créateur de contenu. Voilà. En gros c'est un document qui est en PDF. En vrai c'est un portfolio. Dans le travail c'est les CV, chez les photographes c'est un portfolio, et nous c'est un Media Kit. Donc du coup nous on a un Media Kit. Donc un Media Kit en fait c'est un document où à l'intérieur vous allez faire une brève présentation de vous. Donc moi je dis... Bref, quand même c'est pas une... c'est pas une Ok, feuille à 4. c'est imagé, mais il y a 6-7 pages quand même. Mais c'est imagé. Non mais au début, la première page, je fais toujours une description. Moi, je Ah dis oui. par exemple la première page de présentation. Après, je fais une brève description de qui je suis, ce que je présente, le côté lifestyle, la ligne, la no. Ensuite, tu mets tes statistiques. Parce que ensuite, tu mets tes... Oh, putain. Ensuite, tu mets tes statistiques. Je vais y arriver. Tes stats, qui sont très importantes du coup pour que la marque voit l'impact que tu as sur les réseaux sociaux. Donc, Parce que petit point, il y en a beaucoup qui, passé une époque, je crois que ça s'est calmé là, mais qui achetaient beaucoup de followers. Ils achetaient des followers, ils achetaient des likes. Au début, je trouve qu'on ne nous demandait pas. Genre vraiment au début d'influence, on regardait ton nombre d'abonnés, on ne demandait pas tes stats. ouais, c'est vrai. Je pense qu'il y a une évolution qui s'est faite des marques et tout. Il y a une évolution, le travail s'est professionnalisé, et il y a eu aussi des arnaques, etc. Donc ceux qui achetaient des followers, en fait, quand tu allais dans la tranche de pays, eh ben en fait, il y avait marqué... Bangladesh, ouais, Bangladesh, Asie, Inde. Donc du coup, en fait, c'était pas un profil français. À savoir que en fait, les marques cherchent souvent des profils français qui touchent les Français. Donc France, Belgique, Suisse, c'est vraiment les pays francophones qui les intéressent le plus. Ce qui va être important dans les stats, c'est qu'en fait, au-delà de voir ton nombre d'abonnés, il y a aussi le nombre de j'aime que tu as sur tes posts, sur tes réels, le nombre de vues que tu as dans tes stories, etc. etc. C'est ce qu'on appelle le taux d'engagement. Le taux d'engagement, c'est avoir un nombre de followers, un nombre de vues en story et un nombre de vues réelles. Il faut que tout ça soit un minimum cohérent. Tu peux pas avoir 1 million d'abonnés et avoir seulement 10 000 vues en story. C'est pas possible, tu vois par exemple. Alors ça veut dire que tu as des faux followers ou alors des followers qui ne sont pas actifs. D'où l'intérêt de faire un tri dans ses abonnés pour éviter d'avoir ces faux comptes. Parce qu'avec le temps, au bout de 7 ans, tu as des gens qui ont déserté Instagram, qui sont fait pirater, donc tu as des faux comptes. Pas forcément des faux comptes qui nous ont suivis. Et le but c'est que ça c'est pas intéressant. Donc les marques, elles vont demander le taux d'engagement. Elles vont aussi regarder ta population, la population qui te suit. Quel âge, le lieu, comme je vous ai expliqué, le sexe aussi très important. Quand nous on est des femmes, ils veulent pas qu'on ait une majorité d'hommes, parce que les hommes ne sont pas acheteurs. C'est pur, c'est du commerce pur et dur, hein. Ça vous l'appliquez partout. Les hommes sont très peu acheteurs alors que les femmes sont très acheteuses, donc ils préfèrent des femmes. Et par exemple, ils veulent pas qu'on ait du 12-18 parce que le 12-18 n'est pas acheteur. Ils préfèrent qu'on ait principalement du 25-34 et en secondo 18-24. Voilà, les primo-accédants. Ensuite, ce qu'on met également, c'est les marques avec qui on a déjà collaboré, avec lesquelles on est fiers de collaborer. Et voilà, c'est un petit document de présentation. Ensuite, on met nos petits tarifs. Et là, ça amorce une phase de négociation. Vous allez discuter pour que la marque et nous soyons contentes, qu'on se mette d'accord du coup sur le contenu et les tarifs. Mais je vous rendez pas compte, mais des fois, on a des échanges de mails pour aboutir à une collaboration. Il y a genre 100 mails. Ouais, la dernière fois, on a eu, je crois, une quarantaine de mails. Clem était outrée, Avec mon qui? assistante. Non, c'était quelqu'un de m'a rendu fou. Une fois, on a eu, je crois, 40 ou 60 mails échangés. Clem, elle en pouvait plus. Mais c'est chiant parce qu'au bout de moment, t'as même plus envie de collaborer. Ça enlève le côté excitant, dynamique du début. Genre là, c'est...
Ensuite, souvent il y a la réception du produit, on teste le produit, ensuite on revient vers la marque nous envoie le brief. Donc le brief, c'est pas un truc à respecter et à lire, ce n'est pas un script. Ouais, voilà. C'est juste pour nous raconter un peu l'histoire de la marque, nous expliquer les bénéfices par exemple du produit, nous expliquer le code promo qui est mis en place pour que nous ensuite on ait le contenu correct pour pouvoir faire au mieux notre story. C'est comme dans une pub télé, ils vont te dire le nouveau masque Garnier hyper hydratant. Forcément, il y a les points clés du produit que tu dois mettre en avant. Ça c'est normal. Mais c'est pas dicté, c'est pas hello les amours, alors on doit vous redire ça. C'est pas comme ça. En général, pour nous, en général, les marques te prennent pour ta patte, pour ce que tu donnes, ce que tu dégages, ton langage, ta manière d'être. Il y a rarement des scripts qui sont donnés, enfin, pas pour nous, pas pour nous. Donc voilà, grosso modo, comment se passe une collaboration. Comme on vous a dit, des fois il y a des milliers d'échanges de mails avant d'arriver à une bonne collaboration, une bonne négociation. Même quand on envoie les versions, il y a toujours V1, V2, V3, V4, V6, V10. Des fois il y a des versions qui sont hyper longues, il suffit de changer un mot, une voix, cette phrase là elle est pas au bon moment sur l'image, une fraction de seconde, c'est... Ouais, parce que des fois il y a des fausses vidéos dans la vidéo, enfin bref. C'est vraiment tout un travail à part entière de montage. Et c'est vrai que des fois les gens ne se rendent pas compte, ils se disent ok c'est sponsorisé donc du coup c'est pas vrai. Sauf que si, c'est juste que la marque doit valider en amont. C'est tout. Et ensuite quand on a fini la collaboration, il faut envoyer nos statistiques à la marque de cette collaboration, du contenu qui a été posté, pour voir si ça a plu ou non. Donc c'est les vues du réel si c'était un réel, les vues en story, le nombre de clics sur lien. Quand on met un lien, c'est souvent des liens traqués, donc les marques elles peuvent voir aussi. Le nombre d'impressions de vues en story. Et en fait souvent Instagram, à notre regard des déboires, je trouve que il te cache quand tu marques collaboration commerciale ou publicité, il te cache. Donc quand tu fais des bêtes de vues, le lendemain tu fais une collab, t'as pas des bêtes de vues, ça c'est chiant, ça c'est vraiment relou. Et ensuite du coup tu envoies ta facture à la marque et ils te facturent. Ils te payent. Et voilà, et là c'est la fin de la collaboration. Le but étant que la marque soit contente, que toi aussi tu as apprécié la collaboration, que tes abonnés ont apprécié. Et dans ce cas-là, tu pars éventuellement pour du plus long terme. Alors souvent on nous demande aussi si c'est du one shot, si c'est du long terme. Très souvent pour les marques c'est du one shot parce que ils ont souvent des produits qui sortent à un moment donné, ils ont des temps forts, la Saint-Valentin, la fête des mères, la rentrée, donc du coup souvent c'est pas forcément sur du long terme, ça va être à des moments précis. Alors des fois la marque te reprend plusieurs fois dans l'année, des fois tu travailles qu'une seule fois pour la marque et puis ça s'arrête là, genre Black Friday, soldes, voilà, des gros pics. Il y a d'autres marques avec lesquelles on est en collaboration aussi à l'année ou tout du moins pendant plusieurs mois et tu sais que mensuellement tu vas collaborer avec la marque. En fait on a encore beaucoup d'éducation à faire pour certaines marques qui pensent qu'en gros tu vas faire une story et genre d'un coup paf tu as passé le million sur Instagram et tout, il y a eu 10 000 commandes, non ça marche pas comme ça. À l'heure actuelle, avant oui, mais à l'heure actuelle il y a tellement d'influenceurs sur Instagram que quand en tant que client d'Instagram tu ouvres l'application, dans les 10 minutes tu vas avoir au moins 10 collaborations. Donc avant qu'une marque soit retenue par le client, il faut qu'il la voie plusieurs fois, donc il va la voir sur ton profil, sur d'autres profils et puis après l'avoir vu sur 7-6 profils différents, il va passer à l'achat, donc ça tombera sur ta story ou ça tombera sur la story d'une autre. Mais des fois les marques elles pensent que pof, une story. Non, il faut souvent plusieurs stories pour que le client, donc vous, notre communauté, puisse passer à l'achat parce que une fois, deux fois, trois fois il va la voir sur notre compte, il va avoir confiance, il va se dire ok, ce produit m'intéresse, je l'ai vu et revu et là j'ai envie de l'acheter. Mais tu sais en tant que client on est pareil, hein. On découvre un produit à la télé, on le revoit à l'arrêt de bus et puis après on le voit dans un magazine ou on le voit sur une influenceuse. Tiens, t'arrives au duty free par exemple à l'aéroport, tu dis bon tiens je vais tester. C'est comme ça, c'est du commerce de base en fait, c'est de la vente pure et dure. Moi je suis la plus grande cliente, comme ça je... Bon, on a essayé de pas être trop longue parce que c'est un sujet qui nous passionne et je sais qu'il y a beaucoup encore de questions pour vous, mais on essaye de faire grosso modo. N'hésitez pas à me dire si vous avez encore des questions et on pourra faire une partie 2 pour répondre à toutes vos questions sur l'influence. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonne-toi juste en dessous, active la petite cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Gros bisous les amours! Alors moi mon ensemble je viens de l'acheter la semaine dernière chez Zara, c'est un haut avec un pantalon donc foncez les filles, il est trop confort. Et moi c'est un petit top tout simple de chez, bonne question, soit Shein soit Zara.